Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'organiser ce 4e webinaire de la Digital Task Force et nous sommes toujours très contents de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à vous inscrire à nos webinaires. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de la FJE pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est la cybersécurité face à la recrudescence de rançonnage, malware, les phishing, les cyberattaques. Les médias évoquent le risque cyber comme une pandémie. Un sujet qui nous intéresse, qui intéresse évidemment un vaste panel d'acteurs, dont le juriste. Et c'est dans ce contexte que François Goriez, membre de la Digital Task Force et intervenant dans ce webinaire, a proposé d'aborder ce sujet en nous interrogeant sur la place du juriste face au risque cyber. C'est un sujet qui nous concerne, nous juristes, surtout dans un contexte de digitalisation des directions juridiques. Nous avons la chance de pouvoir réunir aujourd'hui des intervenants experts en cybersécurité que Brice vous présentera en détail après cette présentation d'usage que vous ferez de la Digital Task Force, que certains connaissent déjà très bien. Brice et moi avons fondé cette Digital Task Force en 2019 sous l'impulsion de Anne-Laure Paulet, qui est secrétaire générale de la FJE, et aussi sous l'impulsion de Jean-Philippe Gilles, vice-président de la FJE. Et la FJE compte aujourd'hui 15 commissions, chacune dans un domaine d'expertise juridique spécifique. Et ces commissions sont coordonnées par deux administrateurs, Tristan Carayon et Robert-Philippe de Hautecœur. Notre Digital Task Force a pour mission d'acculturer les juristes adhérents de la FJE à l'innovation juridique par la technologie et par le design. Notre commission compte aujourd'hui 8 membres actifs, tous juristes d'entreprise venant de différents horizons. Je vous invite à aller sur le site de la FJE et à regarder dans notre espace Digital Task Force pour avoir plus de détails sur les membres et sur les programmes que nous proposons. Je laisse la parole à Brice pour vous présenter les intervenants. Merci Catherine. Dans nos intervenants, je commencerai par François Goriez. Donc tu es ancien avocat, tu es aujourd'hui senior legal counsel chez Tetris, la pépite française spécialiste en cybersécurité qui est un des rares outils capables de détecter la présence de Pegasus, le logiciel espion dont on a beaucoup parlé récemment. Tu es également l'auteur de Le droit de la cybersécurité aux éditions Nuvis, qui est lauréat du prix du livre Cyber 2021. Et tu es aussi membre, donc Catherine l'a dit, de cette Digital Task Force et nous en sommes très heureux. Nat Truong, tu es expert en cyber-risque chez Marsh. Tu es passé avant par plusieurs grands cabinets de conseil, comme EY par exemple. Olivier Jolin, tu es chargé de clientèle au sein du cabinet Marsh depuis 2015. Tu t'occupes de grands comptes en construction, immobilier d'entreprise, institutions financières et industrie, nécessitant une expertise sur l'ensemble des branches d'assurance. Au cours de ta carrière, tu as également été chargé de clientèle auprès d'établissements publics, établissements de santé et différentes autorités administratives. Tu as effectué de nombreuses missions d'assistance en maîtrise d'ouvrage en assurance. Julie Schwartz, tu es avocate au barreau de Paris au sein du cabinet Hogan Lovells. Tu travailles au sein d'une équipe internationale et les demandes de clients de cabinet impliquent un échange constant avec tes collègues en Europe, en Asie et aux États-Unis. Ta pratique est orientée sur la mise en conformité des entreprises au RGPD, incluant l'assistance en cas de data breach. Tu es par ailleurs chargé d'enseignement en protection des données personnelles et cybersécurité à l'université Paris-Saclay. Enfin, tu écris régulièrement dans des revues juridiques en français et en anglais. Véronique Chaputio, tu es directrice du programme Intelligence juridique à l'école de guerre économique. Tu as été directrice juridique, notamment en ce qui concerne la compliance et l'éthique au sein d'Alstom. Tu es aussi fondatrice de l'Ex-Colibri qui propose un ensemble de services pour améliorer la performance des directions juridiques. Enfin, tu es responsable de la commission Intelligence juridique à la FJE. Et maintenant, je laisse la parole à Catherine pour évoquer Marsh, plus particulièrement l'entreprise Marsh. Je voulais compléter cette présentation pour remercier particulièrement Olivier et Nat d'avoir accepté notre invitation. Je voulais en fait que Marsh intervienne pour évoquer ce rôle primordial des courtiers dans l'accompagnement des directions juridiques pour définir la stratégie des couvertures d'assurance cyber.
Et j'ai énormément apprécié cette collaboration que j'ai eue avec Olivier, qui m'a permis un peu de comprendre la valeur ajoutée des courtiers. Et c'est pourquoi Olivier est ici aujourd'hui avec nous. Il vous parlera de ce rôle de ce juriste selon sa vision, et aussi d'expliquer que cette synergie entre le courtier et le juriste est un vrai levier de performance. Alors, donc avant de démarrer dans ce webinaire, de vous présenter en détail le déroulé, je voulais vous présenter 4 chiffres. À quoi correspondent ces 4 chiffres? 11 secondes. Cela correspond à la durée moyenne entre 2 attaques ransomware d'entreprises réussies dans le monde. 67%, c'est l'augmentation des security breaches au cours des 5 dernières années. Et 255%, c'est le taux d'augmentation de notification à l'ANSSI en 2020 versus 2019. Et enfin, 80%, c'est le taux concernant les grandes entreprises françaises qui ont été victimes d'une attaque par phishing en 2020. Voilà, donc après l'annonce de ces chiffres, je vous présente également en détail le déroulé de ce webinaire pour votre bon suivi. Je laisserai cette introduction à Marge pour vous dresser un état de la cybersécurité. Et ensuite, nous entrerons dans un descriptif, dans un état, un listing des enjeux et en tirer un constat. Et enfin, nous arriverons sur une présentation du rôle du juriste en tant qu'acteur de la résiliation des organisations, pour terminer ensuite par ce juriste dans son rôle de gestionnaire de crise. Voilà, j'invite Marge à prendre la parole pour nous dresser cet état de la cybersécurité. Depuis quelques années, les entreprises se mettent en ordre de bataille pour pouvoir se sécuriser, et les hackers ont toujours un temps d'avance. Dernièrement, ils utilisent des attaques dites de supply chain. En fait, ils vont attaquer des fournisseurs informatiques, comme des logiciels informatiques, pour implanter leur virus et derrière utiliser le concept de cheval de Troie, à savoir être déployé partout dans les entreprises de cette manière-là. Sur un chiffre à retenir, celui qui est en bas à droite, 40 jours, c'était en 2020, c'est le temps constaté de rétablissement d'une entreprise qui subit une cyberattaque majeure. 40 jours, c'est long, ça fait plus d'un mois. On peut considérer 20 jours de rétablissement des systèmes critiques, puis ensuite 20 jours pour le reste de l'écosystème. Mais ça va être le fil de notre discussion. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ces 40 jours et donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa résilience? Merci. Alors, on va passer maintenant la parole à Véronique. Donc, Véronique qui va intervenir sur le panorama et la cartographie des enjeux dans l'écosystème cyber. Merci, merci Brice. Bonjour à tous et à toutes. Le panorama et la cartographie des enjeux est important. Si on peut aller sur la slide suivante, s'il vous plaît. Je vous propose donc ce panorama, en fait, quel est son objectif et de quoi parle-t-il? L'objectif, c'est de montrer à une entreprise, après la présentation très intéressante que vient de faire Marche, qu'en fait, les situations qui viennent d'être décrites sont embêtantes sur le plan économique. 40 jours, comme vient de le dire, Marche, c'est vraiment un gros problème de fonctionnement, mais il y a des implications juridiques. Et pour ça, c'est intéressant de montrer en fait à nos différents correspondants internes, est-ce qu'on est attaqué ou attaquant? Donc, on a l'accès frauduleux qui peut être réprimé sur le plan pénal. On a l'entrave au fonctionnement des systèmes. On peut avoir l'introduction frauduleuse de données. On peut avoir des partages d'informations ou de moyens qui permettent de commettre une infraction. L'éternelle contrefaçon, mais ça, c'est un peu plus en retrait, le vol de données informatiques et le manquement à la sécurité des données personnelles. Je m'arrêterai sur ce point parce que je ne sais pas comment vous avez fait dans vos directions et dans vos entreprises, mais il faut quand même avouer que le RGPD a permis d'avoir un vecteur de dialogue, tant avec les directions de l'informatique qu'avec la direction des assurances, qu'avec les directions opérationnelles sur la protection des données et la manière dont l'entreprise pouvait se protéger contre le risque cyber. Et effectivement,
C'est un risque qui est croissant avec jusqu'à présent une gestion qui a été assez interne. Donc l'intérêt de cette slide, c'est de montrer en fait aux différentes directions qu'il y a des réponses, mais qui dit réponse pénale dit d'avoir collecté des preuves, dit d'avoir analysé en avance comment l'entreprise se structure pour se protéger contre ces divers éléments. Si on peut passer sur la slide suivante. Attaqué ou attaquant, on peut être aussi dans une situation d'attaquant ou de délinquant. Et ça, c'est une prise de conscience qui n'est pas toujours là. On peut avoir des délits d'usurpation d'identité, des enjeux de pédopornographie. Alors, vous allez dire, oui, mais les salariés, en quoi sont-ils concernés? Il peut y avoir des enjeux extérieurs, bien évidemment, mais il peut y avoir aussi des enjeux intérieurs. Par exemple, un salarié qui va diffuser sur son temps de travail, consulter et donc diffuser en interne au sein de l'entreprise, soit de la pédopornographie, voire même des appels au djihad. Ça arrive malheureusement. Et dans ces cas-là, on est au confluent entre le risque cyber et également tout ce qui est lié à la lutte contre la corruption, la fraude, le terrorisme, le financement du terrorisme. C'est pour ça que je vous ai mis aussi le cyberterrorisme, ce qui amène à l'éthique des affaires, parce que tout ça, c'est très technique, mais en tant que juriste d'entreprise, notre mission, si on fait un peu d'intelligence juridique, c'est d'arriver en fait à croiser les différentes problématiques. De même que l'API slapping. L'API slapping, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, c'est l'enregistrement et la diffusion d'images, de vidéos de violence ou de harcèlement ou de situations critiques. L'entreprise peut être un relais de façon bien involontaire. On attend avec impatience le Digital Services Act et le Digital Market Act pour voir la responsabilité des plateformes, mais on peut aussi, en tant qu'entreprise œuvrant sur les réseaux sociaux, être confronté à ce genre de problématiques. On a vu d'ailleurs, c'était en l'été 2020, que Coca-Cola, Coca-Cola, Unilever, Ben & Jerry, pour n'en citer que quelques-uns, ont demandé à Facebook, Twitter et TikTok de mieux réguler la modération sur les réseaux sociaux pour éviter que leur marque ne se retrouve au milieu de flots de cyberviolence. Le hacking, on en a parlé. Le vol de données informatiques, on peut être à la fois, et c'est là aussi qu'en tant que juriste, il y a une appréciation particulière à faire pour bien comprendre la manière dont le système informatique de l'entreprise marche en entrée comme en sortie. C'est est-ce qu'on facilite l'accès, par exemple, des internautes à des enregistrements musicaux? Est-ce qu'on facilite l'accès à des données? Et c'est vrai, comme de plus en plus, on est amené à travailler en plateformisation, en donnant accès aux données de l'entreprise ou au contraire, dans les cadres où l'entreprise va elle-même travailler sur des plateformes de tiers, la vérification des droits et des obligations qui sont associés, de la manière dont c'est géré, des protections des uns et des autres, sont des enjeux qui sont très importants sur le plan contractuel et pas toujours encore bien traité parce que ça reste très technique. Donc, ces panoramas sont importants pour montrer la variété des problématiques et d'arriver à les synthétiser. C'est l'enjeu de l'intelligence juridique. On va synthétiser, schématiser la complexité pour permettre ensuite de partager le droit et les résolutions. Parce qu'en matière de cyber, les solutions sont parfois juridiques, mais surtout aussi parfois IT et organisationnelles. Voilà ce que je peux en dire pour un panorama. On passe aussi il y a ça aussi, est-ce que tu peux compléter Oui, ça? effectivement, dans une entreprise, en fait, on a quatre missions. Un, c'est de protéger. Protéger, il y a 3 zones de protection. Il y a l'entreprise en elle-même. Il faut penser aussi aux dirigeants et aux salariés. Alors, pourquoi fraude, menace et réputation? La fraude, ça a été évoqué, il y a de plus en plus de phishing, il y a la fraude au président qui est connue, des menaces, des cyberattaques. Mais il y a des enjeux de réputation et on constate qu'il y a de plus en plus une porosité entre les profils personnels et les profils
professionnelle des collaborateurs de l'entreprise. Donc là, on a une zone d'attention qui n'est pas aisée. Il y a un deuxième bloc, bon, la propriété intellectuelle, hein, c'est effectivement sur le haut de la pile, mais on parle peu du secret des affaires et des informations sensibles qui sont maintenant protégées par la loi de 2018 et particulièrement par l'article L151-1 du Code de commerce, parce que dans cette infobésité qu'on a des données, si on a par exemple un blocage ou si, là, Marche pourra nous éclairer, on a affaire à de la corruption de données, à du pillage, à du vol. Comment évaluer le préjudice si on a bien détecté ces secrets d'affaires, organisé le gouvernance et on sait exactement quels secrets on peut protéger le mieux et comment, on a une base de réaction qui est intéressante et on peut aussi satisfaire le troisième critère de la loi de 2018, à savoir pouvoir démontrer qu'on a mis en œuvre des mesures de protection raisonnables. Respecter, tout ça se retrouve puisqu'on a les règles de la FA, de la CNIL et encore bien d'autres. On a des comptes à rendre. On peut avoir aussi, dans certains cas, pour la protection, on a, je ne sais pas si en termes d'éthique des affaires, on parle de catastrophes industrielles, de catastrophes économiques, de catastrophes financières. Marc disait en introduction, et je pense que c'est un point sur lequel il faut insister, la prochaine pandémie, comme le disait Valérie Pécresse, ne sera pas une maladie avec un virus humain ou vivant, disons. Ça va être un virus informatique. Et là aussi, on peut imaginer qu'en termes d'éthique des affaires, on a une vigilance à développer. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à construire. Troisièmement, il faut qu'on puisse prouver. Et là, on pourra se tourner vers Julie pour la partie avocat. C'est vrai que si on n'a pas collecté les preuves, si on n'a pas des dossiers qui sont bien rangés sous forme digitale, qui satisferont l'article 1367 du Code civil, le règlement EIDAS qui est en vigueur et qui va permettre de dématérialiser un certain nombre de choses, si on n'a pas assuré cette qualité juridique, on n'aura pas des dossiers très solides pour pouvoir réagir. Et puis, dernier point, attaquer, parce que qui dit défendre dit aussi attaque, comment réagir. Il faut pouvoir avoir construit des mesures préventives, donc en intermétier, avec des composantes de l'entreprise, mais également des spécialistes du risque cyber, des spécialistes de l'assurance, des avocats, parce que ce n'est pas quand on a un problème cyber qu'il faut chercher les coordonnées d'un avocat, il faut être tout de suite avec une prévention très intégrée qui soit construite, des mesures de sauvegarde, pouvoir déposer des plaintes rapidement et s'il y a besoin de recherche, de saisir le juge. La loi Avia dans la lutte contre les cyberviolences, on l'avait vu, demander une correction et un effacement des... Là, on était dans la cyberviolence en 24 heures. Le Conseil d'État avait jugé que c'était trop court, mais c'est vrai que sur le net, il y a un enjeu de rapidité qui est absolument essentiel. Donc, voilà un peu les 4 pans de nos actions de juristes d'entreprise à faire en intermétier. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir un peu visualisé un peu tout cet écosystème de risque cyber. Nous allons entrer un peu plus dans le détail maintenant des enjeux et je passe la parole à François qui va dresser un peu en détail toute la liste de tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans cet écosystème. François? Oui, bonjour à tous. Alors, rentrer dans le détail et dresser tous les enjeux, ce serait une mission quasiment impossible, mais l'idée, c'est de s'arrêter sur quelques enjeux qui peuvent concerner directement le juriste. Et tout d'abord, c'est l'innovation dans le monde numérique et l'innovation des directions, l'innovation que connaissent les directions juridiques, et le Digital Task Force en est la preuve parce qu'on travaille sur les nouveaux outils utilisés par les directions juridiques. Et donc, les problématiques de sécurité viennent s'intégrer au cœur de toutes ces réflexions et le juriste doit être un acteur aussi dans ce domaine. Autre enjeu intéressant, c'est en termes de prospective, c'est l'informatique quantique aussi qui demain va probablement être générateur de nouveaux risques. Donc, voilà quelques enjeux technologiques. Il y a aussi des enjeux économiques derrière. Je pense qu'il y a une slide suivante.
avec les stratégies des entreprises qui prennent de plus en plus en compte le risque cyber. Au début, Marche nous a présenté les situations d'attaque et le nombre croissant des attaques. On a aussi des problématiques d'espionnage. Brice a parlé du logiciel Pegasus. On voit bien qu'aujourd'hui, tant les entreprises que les États sont au cœur de stratégies d'espionnage. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les enjeux aussi juridiques. Slide, oui. Alors, on a beaucoup parlé de la notion d'extraterritorialité. On en parle encore beaucoup avec le Cloud Act, par exemple. Il faut voir aussi qu'on a toute une série de référentiels, de normes, de lois qui concernent la sécurité informatique, la cybersécurité, et qui vont concerner directement les directions juridiques. Et ces lois vont, je pense, ces prochaines années encore se renforcer, se préciser. On voit bien qu'il y a eu une directive, la directive Nice de 2016, qui est en train d'être, donc la directive sur la sécurité des réseaux, qui est en train d'être amendée. Donc, on va avoir une deuxième version. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre un peu de recul sur cette réglementation relative à la sécurité. Avec, on voyait les premières réglementations, notamment la loi de Godefrein et aussi la convention de Budapest, visaient à apporter une réponse judiciaire aux cyberinfractions. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a plutôt des réglementations qui s'orientent sur le devoir de sécurité des organisations au regard des données de tiers. RGPD, règlement EDAS, règlement sur les certifications de sécurité. Et donc, on s'oriente vers une logique un peu de responsabilisation en matière de sécurité qu'on retrouve aussi dans d'autres textes. Véronique a cité le secret des affaires, avec une notion qui est cardinale, je pense, qui va être amenée à se développer, c'est la notion d'accountability, qu'on retrouve tant dans la réglementation RGPD, la loi sur le secret des affaires, mais aussi la loi Sapin, avec une obligation de responsabilisation, on en parlera probablement après, des entreprises en matière de sécurité. Mais François, tu avais dit aussi, pourtant, il n'y a que seulement 28% d'entreprises qui considèrent les réglementations efficaces. C'est quand même inquiétant qu'il n'y ait que seulement 28% qui sont convaincus. Exactement. Il y a eu un sondage commandé par Marche et Microsoft d'ailleurs en 2019, dans lequel seuls 28% des entreprises considèrent que les réglementations ou les lois gouvernementales sont efficaces dans l'amélioration de la cybersécurité. Ce qui signifie que, selon elles, s'abriter derrière les exigences réglementaires n'est pas suffisant. Donc, ça va être tout aussi l'intérêt de notre discussion, c'est de démontrer que on ne doit pas uniquement s'appuyer sur la réglementation, mais aussi collaborer avec d'autres acteurs dans l'entreprise et à l'extérieur, et aussi avoir une posture qui dépasse le cadre strict de la loi pour se positionner en acteur, en étant proactif et en acteur de confiance dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Tout à fait. Merci François. Maintenant, Julie va évoquer les enjeux réputationnels et de valorisation. Oui, merci Brice. C'est vrai effectivement que les enjeux juridiques sont aussi pleinement liés aux enjeux réputationnels et de valorisation. On sait tous qu'en cas de cyberattaque, on a une obligation de notification, par exemple auprès de la CNIL, mais le fait de notifier encore, c'est aussi quelque chose à gérer stratégiquement. Par exemple, au cabinet, on a déjà accompagné un client qui était clairement dans le radar de la CNIL, qui sortait d'un contrôle et qui avait déjà eu des data breach et qui venait d'en subir une nouvelle. Et c'est aussi une stratégie de veiller aux enjeux réputationnels et de se poser la question de la stratégie de notifier ou pas, et dans ce cas-là, de bien être en mesure de justifier. Et puis, l'enjeu réputationnel, évidemment, c'est aussi l'impact du bad buzz. On le sait tous, on le voit de plus en plus dans la presse, les cyberattaques sont révélées, parfois même avant même que les personnes concernées en soient informées. Donc, cet enjeu réputationnel est prépondérant. Et puis, on oublie parfois un dernier impact qui est celui de la valorisation de l'entreprise. On constate parfois quand on accompagne nos clients, notamment sur des fusions-acquisitions, et qu'on réalise la due diligence, l'audit de la société cible, les premières questions
qu'on pose, c'est avez-vous déjà subi des data breaches ou des cyberattaques? Si oui, merci de nous communiquer les notifications à la CNIL. Êtes-vous en cours de data breach, etc. Ce sont des éléments qu'on demande. Donc, pensez aussi, en tant que juriste, quand vous remplissez vos notifications, peut-être à plus long terme, parce que c'est aussi des éléments qui impactent l'entreprise. Ces notifications, elles ne sont pas seulement à destination de la CNIL, elles font aussi partie de la documentation demandée pendant les audits et permettent parfois, j'ai déjà eu des cas où on découvrait des data breach et puis on découvrait que le data breach avait donné lieu à un contentieux avec un salarié, par exemple. Et donc, ça peut aussi avoir un impact sur la valorisation de l'entreprise et faire baisser, par exemple, le prix de rachat. Donc, c'est aussi un des enjeux qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Et puis, je vais repasser la parole à François pour clôturer ces aspects d'enjeux. Oui, donc on voit bien une multiplication des facteurs qu'on a appelés des facteurs de tension liés à la réglementation, liés aux enjeux économiques et techniques qu'il y a derrière. Et donc, la question se pose de savoir comment le juriste va venir contribuer à faire diminuer les risques inhérents à ces nouvelles situations liées à l'insécurité sur Internet. Et cela va passer notamment par la maîtrise des technologies, des référentiels juridiques, mais aussi par la mise en œuvre de bonnes pratiques que l'on va tenter d'étayer pendant ce webinaire. Et donc, Brice, je te passe la parole sur un peu la présentation des deux parties. Donc nous allons aborder maintenant cette partie sur le juriste acteur de la résilience des organisations. Nous y verrons les points suivants, la maîtrise des référentiels, le choix des outils numériques, les certifications, les parties prenantes, les juristes et la R&D et les nouvelles missions du juriste. Et Marc, je vous laisse la parole. Oui, alors petite introduction aussi sur les concepts et les notions. La cyber-résilience. La résilience, je pense que ça vous parle tous, hein, c'est la propriété à subir un choc et pouvoir l'absorber et revenir à son état nominal. La cyber-résilience, si on essaie de l'imager aussi, c'est de se dire la cyberattaque, c'est plus une question de quand on va se faire attaquer. Pardon, c'est plus une question de si on va se faire attaquer, mais c'est une question de quand. Et une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment je réagis. Qu'est-ce que je fais le jour où je me fais attaquer? Est-ce que j'ai les bons réflexes? Les entreprises, donc, comme on le disait, commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Elles mettent en place un programme de cyber-résilience qui généralement se résume à 3 grandes activités. La première, parler de préparation. Se préparer à la crise, c'est quoi? C'est déjà se projeter et se dire je définis toute une organisation de crise. Une organisation de crise, donc avec des rôles, des responsabilités et surtout des premiers réflexes. Dit autrement, des procédures, de la documentation qui me dit déjà qu'est-ce que je dois faire. Et donc, documentation égale aussi prise de connaissance d'un RSSI, donc un responsable de la sécurité pour gérer au mieux cette crise. Une fois qu'on a dit qu'on se projette aussi, on regarde en termes de crise, évidemment, l'évaluation des impacts. Une entreprise d'un secteur à un autre n'a pas les mêmes impacts en termes de cyber. Hein. Il y a des usines qui s'arrêtent de tourner pour l'un et l'autre, c'est juste une crise passagère à gérer. Donc, cette partie estimation, alors vous allez aussi comprendre qu'il y a un lien avec l'assurance, évidemment, c'est de se dire, si cette crise m'arrivait, combien je perds combien je perds d'argent. En tout cas, sur une indisponibilité, une indisponibilité donnée. Et ensuite, si je gère beaucoup de données à caractère personnel, à quel type d'amende je m'expose. Donc, une fois qu'on a fait ça, la troisième grande activité, c'est bien sûr l'entraînement. L'entraînement à la crise. Donc, une fois qu'on a défini les procédures, on fait des exercices pour pouvoir, voir si notre organisation est bien huilée
et deux, se mettre en situation, gérer le stress, gérer la complexité d'une organisation interne. Et donc, l'entraînement étant le meilleur moyen derrière d'être efficace pour pouvoir atteindre l'objectif de se rétablir le plus vite possible. Nihat, j'ai une petite question. Quand tu parles de toutes ces méthodologies, c'est un entraînement, c'est un exercice qui doit être fait combien de fois dans l'année? Ou alors c'est régulier, c'est récurrent? Au moins une fois dans l'année. C'est vrai que dans les pratiques de résilience en général des entreprises, c'est un exercice par an. Après, on tourne dans les scénarios et donc la cyber en fait partie. Une entreprise qui vraiment veut se blinder en matière de préparation, oui, elle le fait tous les ans, tous les 2 ans, avec un scénario un peu varié. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est très important d'être bien préparé et je comprends aussi que le juriste doit être pleinement aussi actif dans cette phase de préparation, même si apparemment on pense beaucoup plus à d'autres acteurs, mais le rôle du juriste est également important dans cette phase de préparation. Je peux laisser la parole. Véronique, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cet aspect, sur la relation entre les équipes dans le choix des outils? Véronique. Voilà, je réactive le micro, pardon. Oui, le juriste, il a en fait de plus en plus de casquettes. D'abord, bien sûr, il va s'outiller et quand on est outillé, on est plus efficace, donc on a du temps pour aborder de nouveaux sujets. Quand on dit qui va s'impliquer les maîtrises des référentiels réglementaires et contractuels. Vous avez vu les rosaces que j'ai présentées en introduction avec une démarche d'intelligence juridique. Donc l'intelligence juridique, c'est vraiment montrer les rapports de force, les stratégies d'influence par le droit, mais aussi l'existence de réponses juridiques et la manière dont elles se mobilisent. Et puis, dans certains cas, c'est ce que disait tout à l'heure Catherine, en rappelant l'étude réalisée par Marsh, finalement, la réglementation peut ne pas être à la hauteur des espérances. Et alors, comment le juriste peut s'impliquer? Et on est dans le security by design, by comme le privacy by design qu'il y a est nommé dans le RGPD. Le juriste va traduire, va transformer la règle juridique en spécification technique juridique. Le terme est un peu nouveau, iconoclaste, mais c'est vraiment comment énoncer la règle de manière à ce qu'elle soit comprise par d'autres métiers, et notamment des ingénieurs, pour pouvoir l'intégrer dans la conception des services, des systèmes et également dans les programmes de réaction. On a encore des programmes de réaction, des programmes de prévention qui n'impliquent pas le juriste. On a une méthode classique d'implication du juriste qui fait que il arrive quand finalement le risque s'est matérialisé, il y a une attaque, il y a eu un vol de données et on demande de réagir, d'appeler un avocat et d'assigner. On peut remonter tout à fait et c'est vraiment nécessaire de plus en plus parce qu'il faut le rappeler, on détient à la fois les données de l'entreprise, mais les données de tiers. Il y a les données personnelles qui, comme ça a été très bien dit, ouvrent la voie à un risque d'amende et de diminution de la valeur s'il y a trop de data breach notification à la CNIL. Mais il y a également le secret des affaires qui ouvre la voie à une responsabilité contractuelle qui peut être une responsabilité très, très lourde. Vraiment très lourde. Et ça, c'est un risque qui n'est pas toujours encore bien apprécié ou du moins bien protégé par les entreprises. Et puis, en ce qui concerne le choix des outils numériques de l'entreprise, le fait qu'ils apportent un certain niveau de sécurité, et là, on va revenir sur le règlement eIDAS qui énonce les 5 services de confiance pour pouvoir dématérialiser, puisqu'on va avoir la dématérialisation notamment des factures à partir de 2024 pour les grands groupes et sur un temps qui s'échelonne. Les dates peuvent changer. C'était 2022, il y a encore peu de temps. Donc, on va devoir s'assurer que la dématérialisation des données, parce que les factures, c'est le haut de la pile.
Ça va permettre de payer la TVA plus vite et en direct au Trésor, mais il faut voir qu'il y a tous les documents d'exécution de l'entreprise, tous les documents d'exécution contractuelle, et là, c'est là qu'on a un rôle vraiment important à jouer et qu'on peut montrer comment le droit, et c'est de plus en plus vrai dans le règlement EIDAS et la manière dont ce règlement se traduit en France et dans d'autres pays, sur véritablement des spécifications techniques juridiques. Et je prendrai un dernier exemple. L'outil Mind Mapping, qui est assez connu, a par exemple une case noire qu'on peut cocher. C'est la case où on peut ranger des informations qui n'ont pas de base véritablement légale à leur collecte. Donc, normalement, un système éthique et conforme au droit ne devrait pas avoir ce type de case. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc, il faut être extrêmement vigilant, en fait. Donc, ce qui nous amène aussi à aborder cet aspect sur les certifications. Et là, peut-être que Marche, vous avez un mot à dire à ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, certification ou on va dire programme de sécurité en général, l'idée, l'objectif étant d'augmenter l'environnement sécuritaire de l'entreprise contre les intrusions externes, mais aussi les actes de malveillance interne. Il y a un cas qui s'est posé, qui revient souvent. Nous, côté technique, c'est presque le numéro 1 des cas où forcément, quand on veut prévenir de la fuite de données, un employé qui, le jour de son départ, sort sur sa clé USB des gigas de base client, par exemple, ou de données à caractère personnel. Comment est-ce qu'on fait pour le détecter ? Aujourd'hui, on a des moyens. Et ces moyens-là, forcément, c'est récolter des données de traçabilité dans les réseaux ou même dans les PC des employés. Et donc là, intervient évidemment le droit du travail, à savoir les questions sur la possibilité donc, de superviser les employés sur ces actes potentiellement qui sont anormaux. Et donc là, quand on veut mettre en place un DLP, donc l'outil Data Leakage Prevention, forcément, on a le juriste qui intervient en amont pour toutes ces questions de collecte et de traitement de données, mais aussi en aval, à savoir l'arsenal de sanctions. Si on attrape l'employé, quel est le cadre réglementaire, juridique qu'on peut employer. Oui, tout à fait. Donc, comme ça, Julie va compléter cette partie. Elle va nous orienter un peu sur comment on s'organise en interne. Julie, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Et merci, Nat, effectivement, pour l'exemple du DLP qui est très pertinent. C'est vrai que c'est un moyen de collecter des informations et d'assurer la preuve après, bien sûr, autant qu'il soit utilisé en bonne pratique et en conformité. Ça fait partie des traitements pour lesquels la CNIL demande un PIA, une analyse d'impact obligatoire. Il faut informer les salariés, il faut bien sûr que ce soit pas en permanence, etc. Donc, ça fait partie aussi de ce type de procédure qu'on doit mettre en place dans l'entreprise. Et donc, effectivement, ces procédures à mettre en place pour être acteur de la résilience au sein de son entreprise, pour être identifié. Et j'aime bien dire connaître et être connu, surtout des équipes IT, qu'on est DPO ou juriste data, c'est vraiment nos confrères, si je puis dire, nos best friends dans l'entreprise. Et j'ai eu un jour un client qui m'a dit, j'ai trouvé ça très pertinent, de toute façon, le DSI ou le RSI de l'entreprise, c'est la première personne en tant que DPO avec qui je dois déjeuner quand j'arrive dans une entreprise. Donc, c'est vraiment nos partenaires. Et puis, ça permet aussi comme vous l'indiquiez, Marche, tout à l'heure, il faut faire l'exercice de la conformité et de se faire connaître. Et c'est pareil pour les procédures. Il faut aussi
le tout n'est pas d'implanter des procédures dans l'entreprise, mais aussi il faut qu'elles soient connues. Par exemple, on a déjà assisté un client sur un gros data breach mondial et les personnes concernées se comptaient en millions. On travaillait au sein du cabinet, on était plusieurs collaborateurs aux États-Unis, en Europe et en Asie pour travailler en permanence pour le client grâce au décalage horaire. Et en fait, on s'est rendu compte que le client avait une data breach policy parfaite, mais elle n'était pas identifiée, elle n'était pas connue au sein de l'entreprise. Donc, malheureusement, elle n'a pas été appliquée, bien qu'elle était parfaite. Ce n'est pas nous qui l'avions rédigée, mais elle était parfaite. Et un autre point que je voulais évoquer aussi, si on peut juste revenir à la slide précédente, pardon, c'est en interne, en tant que juriste data, en tant que DPO, etc., c'est identifier en amont les points clés d'une cyberattaque ou d'une data breach. Vous l'avez compris, notre maître mot aujourd'hui, c'est être prêt. Donc, bien sûr, il y a le point de l'assurance. Est-ce que mon entreprise a une assurance cyber? Que couvre-t-elle? Quel est son périmètre? Quelle est la position de mon entreprise sur le paiement d'une rançon? Est-ce qu'on est plutôt pour? Est-ce que c'est déjà une question qui a été anticipée? Est-ce que en payant une rançon, je ne risque pas aussi de me mettre en breach de mes obligations? Marche évoquer la nécessité de couvrir ce point. Et puis, il y a la double extorsion, mais aussi parfois, on le voit de plus en plus aux États-Unis, en payant une rançon, je peux aussi, en tant qu'entreprise, me retrouver non conforme à mes obligations, me retrouver accusée de financer le terrorisme parce que l'argent du paiement de la rançon a servi à des buts que je n'avais pas éventuellement identifiés. Donc, ça fait partie de la gestion des risques. C'est des points, plus ils sont identifiés en amont, plus c'est plus facile pour vous et pour nous après quand on vous accompagne de gérer la data breach. Ça peut être aussi identifier en interne quelles procédures sont mises en place, par exemple en cas de cyberattaque. Mais aussi, est-ce que par exemple mon entreprise met en place un bug bounty programme? C'est un programme auquel on ouvre aux gentils hackers la possibilité de nous signaler toute faille de sécurité dans notre réseau et qui pourrait du coup être détectée et mieux traitée. Est-ce que ça, du coup, en interne, ça doit faire l'objet d'une notification à la CNIL quand c'est découvert, etc., etc. Donc, tous ces points-là, soyez sûrs de bien les connaître parce que c'est une encore meilleure gestion d'une data breach au moment où elle survient. Et puis, en externe, alors, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, c'était pour vous donner un exemple de quand contacter les partenaires extérieurs, que ce soit l'assurance, que ce soit les forensic services, les entreprises d'investigation qui vont nous aider à identifier les éléments d'une data breach, voilà, ou que ce soit les avocats. Pour tous ces prestataires, le plus tôt possible, forcément, c'est le mieux. Alors, par exemple, je vous donne un exemple d'avocat parce que c'est celui que je connais le mieux. Ça vous permet aussi d'échanger. Et puis, c'est rassurant pour le management. J'ai discuté avec l'avocat. Il nous a dit que pour tel groupe de hackers, on n'était pas les premiers. Il m'a donné des éléments d'information. On a l'habitude aussi, on a nos associés qui parfois négocient avec les hackers. Donc, on commence aussi un peu à connaître les groupes. On sait aussi quand un groupe de hackers a fait l'objet d'une dissolution et qu'après, on a un client qui fait l'objet d'une ransomware de ce même groupe de hackers, on sait que finalement, la dissolution n'est peut-être pas effective. Donc, ça nous permet de vous donner des billes et des éléments pour vous aider, pour vous tester sur la data breach. Ça nous permet aussi d'échanger avec vous et de vous donner une vision du marché. De toute façon, vous êtes parfaitement au point en tant que juriste pour remplir les notifications, on n'a rien à vous apporter sur ça. Nous, c'est plutôt sur l'enjeu stratégique et de gestion de risque. Vous donnez un benchmark sur les tendances et les pratiques. On a dans le secteur santé, les data breach sont plus importantes en ce moment. En ce moment, c'est plus l'industrie automobile, etc., etc. Ça vous permet aussi d'identifier les bug bounty programmes. Nos clients, plutôt, les notifient pas à la CNIL. Donc voilà, ça vous permet de vous positionner. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ça permet d'avoir aussi une vision sur les retours de la CNIL en cas de notification. Au début, la CNIL ne faisait pas forcément de retour et puis on en a de plus en plus. Et ces points d'attention sont évolutifs. Par exemple, dernièrement, on a constaté que la CNIL nous revenait souvent, pour les notifications de nos clients, sur le point de l'information, la notification des personnes concernées. Donc ça, c'est un point intéressant à voir. C'est un point peut-être à favoriser dans notre gestion de risque, nos discussions. Donc ça, c'est des choses qu'on constate et c'est toujours intéressant pour nous, bien sûr sous couvert du secret professionnel, mais aussi de les partager avec nos clients pour vous donner une tendance du marché.
Alors Véronique, maintenant tu vas évoquer le legal data management. Effectivement, le legal data management est très important et avant de rentrer dans la technicité de cette slide, j'appuierai le point de Julie parce que en tant que directrice juridique, j'ai toujours veillé à ce que les dirigeants soient impliqués dans la prévention du risque pénal. Pourquoi? Parce que souvent, ils considèrent que comme ils font tout bien et qu'ils n'ont pas d'intention criminelle, entre guillemets, le risque pénal a une matérialité qu'il est difficile pour eux d'appréhender. Et plus on organise des talks conviviales de brainstorming et de stratégie avec notre cabinet d'avocats préféré, plus en fait on arrive à rentrer dans cette réalité pour montrer qu'il y a une exposition au risque et pour montrer quels sont les clivages, c'est-à-dire comment on arrive à franchir une ligne rouge. Alors, l'élément intentionnel dans le risque pénal est très important, donc s'il n'y est pas, ce sera jugé différemment. Mais on peut quand même se retrouver très embêté avec des enquêtes qui sont lancées, des dirigeants qui sont appelés comme témoins, et donc du désordre dans l'entreprise, des effets négatifs. Donc là, c'est moi qui fais la publicité pour les cabinets d'avocats. Il faut établir une relation continue et bénéficier effectivement de leur vision stratégique. Ce schéma-là, alors certains diront que c'est du legal design, bon, c'est de l'intelligence juridique toujours. En fait, on part comment l'établir? On regarde quel est l'état du droit, quels sont les enjeux stratégiques, deuxièmement, quels sont les besoins des utilisateurs, et on va schématiser la complexité, parce que pour arriver à ça, il faut beaucoup travailler pour connaître le corpus juridique applicable et savoir comment ça marche, pour finalement montrer à un comité de direction, un comité exécutif ou autre, à d'autres métiers que le métier de juriste, quelles sont les problématiques et comment on veut les aborder. Et pourquoi on parle de legal data management? C'est parce que devant l'infobésité croissante des données dans les entreprises, le juriste a un vrai rôle à jouer. C'est pour ça que j'ai hésité, est-ce qu'on parle de legal data management? Ça montre que le juriste est à la manœuvre, parce qu'il y a des data managers dans les entreprises, mais il faut garder en tête que toute information peut avoir un impact juridique, c'est-à-dire générer une responsabilité, avoir de la valeur, ce qui fait que bon, c'est un terme legal data management qui est à manipuler avec précaution. En tous les cas, il y a deux blocs. Un, il y a les e-données de l'entreprise, donc les données personnelles, les secrets d'affaires. Les secrets d'affaires, ça couvre tout. Ça couvre à la fois toutes les informations confidentielles, elles peuvent être stratégiques, économiques, contractuelles et autres. Les données personnelles, on en parle beaucoup et c'est d'ailleurs un tremplin pour nous pour parler. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les données de tiers, des données qu'on détient dans l'entreprise, avec parfois des accords de confidentialité qui n'ont pas de limitation de responsabilité, rien n'est écrit, ou qui ont des responsabilités illimitées, ou alors des responsabilités avec un montant qui est vraiment très important. Et c'est un point d'attention particulier. Donc, pour vérifier, pour organiser le pilotage, on va essayer d'identifier où sont les secrets d'affaires, donc selon la loi de 2018, article 151-1 du Code de commerce, les 3 critères, confidentialité, valeur commerciale, c'est-à-dire ça a de la valeur, et mesure de protection raisonnable. On va regarder s'il y a bien des accords de confidentialité. On va vérifier qu'en termes de dématérialisation, puisqu'on est dans la e-donnée, dans le e-document, on respecte bien la qualité de preuve et on va pouvoir aborder les types de protection. Et avoir fait ce job-là, c'est très, très important parce qu'en cas de cyberattaque, on peut réagir plus rapidement auprès de l'assurance, auprès de l'avocat, pour dire voilà, nous, notre risque, il est là. On peut aussi décider, et ça, ce n'est pas toujours facile à organiser, d'informer telle ou telle entreprise dont les données ont pu être corrompues, modifiées, volées, qu'on détenait dans nos systèmes. Et puis aussi, dans certains cas, on peut être amené à travailler dans des partenariats avec des entreprises qui ont des niveaux de sécurité bien supérieurs à celui de notre entreprise. Par exemple, si on travaille avec une grande banque ou avec Météo France, par exemple, qui a des systèmes de sécurité très élevés. Et notre job de juriste,
si on n'arrive pas à limiter la responsabilité, et pour cause, hein, quand on roule dans une Rolls-Royce et qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser plutôt une 2 chevaux ou une Twingo, bon, il y a un écart qui est important. Et le fait de savoir ça, on peut dans ces cas-là modifier la manière de fournir des prestations de services, par exemple, en proposant de détacher des équipes dans l'environnement de cybersécurité de notre client. Voilà un peu ce que le Legal Data Management permet de faire, protection, mais également organisation des relations. Merci Véronique. Alors maintenant, on va se pencher un peu sur le rapport avec la R&D. Alors François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement le rapport entre juriste et R&D? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, beaucoup Oui. mieux là, cette Pardon. fois-ci. Oui, j'ai dû changer de micro, merci. Effectivement, tout à l'heure, Véronique parlait de security by design et c'est le lien avec la R&D. Alors, aujourd'hui, tout se numérise. Un constructeur de voitures a aussi des développeurs, des codeurs, etc. Là, dans le domaine de l'immobilier, partout. Donc, le numérique est partout et donc, on doit penser security by design tout le temps. Donc, ce que je vais dire là, ça s'adresse pas uniquement aux entreprises aux développeurs de logiciels, aux entreprises de la tech, mais vraiment, je pense à tout type de secteur d'activité. Et donc, le positionnement du juriste doit être d'intervenir en amont de tout projet nécessitant des développements informatiques pour que le juriste puisse impulser des éléments de sécurité. Et ça va commencer par, tout d'abord, former les équipes et ne plus se contenter uniquement de sensibilisation sur la gestion des données personnelles, mais cibler vraiment les formations sur les équipes concernées en matière des règles de pseudonymisation, d'anonymisation, d'archivage, de géolocalisation ou de biométrie, si on utilise des technologies un peu plus pointues. Ça va être aussi, et ça, je pense que c'est aussi un fil conducteur de notre intervention, c'est vraiment être plus proche des équipes IT pour comprendre les enjeux techniques et contextualiser les règles derrière qui devront être intégrées dans les contrats. Donc, c'est vraiment un lien nécessaire un dialogue nécessaire entre la direction juridique, la direction de l'innovation, mais aussi le responsable de la sécurité. Donc là, le juriste doit être un point central dans ce dialogue. Le juriste doit aussi intervenir dans le choix des technologies, c'est ce que disait également Véronique, et veiller. Ce qui est intéressant, là, l'ANSSI a sorti récemment, l'ANSSI, donc qui est l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, a sorti un référentiel sur le Secnum Cloud, qui est le cloud souverain. C'est le référentiel sur le cloud souverain français. Et il y a un chapitre dedans qui s'intitule, qui concerne l'immunité. Alors je cite l'ANSSI, l'immunité au regard des législations extra-communautaires. Donc il est important aussi que le juriste puisse se positionner et transmettre de bonnes pratiques concernant le choix des technologies et évaluer si éventuellement on peut être soumis à certaines législations non européennes, extraterritoriales, qui viendraient générer un risque spécifique pour l'entreprise. Et enfin, autre point sur lequel le juriste doit intervenir, c'est penser la sécurité comme un processus et pas comme un élément figé. C'est-à-dire que, et je reviens à ma notion d'accountability, c'est que on doit prendre des mesures, mais tout au long des développements technologiques, être en mesure de démontrer que nous prenons des mesures de sécurité pour sécuriser les produits tout au long de leur vie. Alors Julie avait parlé aussi de la notion de bug bounty, hein, qui sont les programmes de récompense pour les personnes qui rapportent des bugs. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour assurer des développements security by design. Merci beaucoup, François. Et On ne vous entend plus. Catherine, on ne t'entend pas. c'est Brice qui a fermé volontairement parce qu'il ne veut pas que je parle, en fait. Je plaisante. Alors, donc, en fait, quand je vous écoute, effectivement, on voit ce rôle qui est extrêmement important du juriste dans cet écosystème de risque cyber. Et finalement, c'est une vraie nouvelle mission qu'on lui confie. Il est, comme tu le dis, Véronique, c'est un legal data manager, mais il y a aussi cet aspect du juriste enquêteur également. Si tu pouvais un peu nous toucher un mot sur ce juriste enquêteur.
Avec plaisir, Catherine. Donc, le juriste enquêteur, en fait, lui, il va avoir plusieurs rôles. Je commencerai par le boulet du dessous. On connaît dans les départements de conformité des directions juridiques le travail qui est un travail complexe de vérification de KYC, Know Your Customer, Know Your Correspondent, avec tout l'enjeu de l'écosystème, puisque par la loi Sapin 3 d'ailleurs, les nouveaux guides de la CNIL qui sont en consultation pour impliquer notamment les TPE, les PME, donc tout l'écosystème de l'entreprise, pour vérifier aussi tous les risques qu'il y a à contracter avec certaines pour des enjeux de corruption ou d'export control. Si par exemple on a des composants chinois qui sont intégrés dans un de nos produits et qu'on va les exporter dans un pays qui est sous sanction américaine, on a vraiment une mission d'enquêteur. On doit également, et ça rejoint ce rôle cyber, détecter les menaces cyber et les signaux faibles grâce à la veille IEJ. IEJ, ça veut dire quoi? C'est intelligence économique et juridique. On rajoute la brique juridique, parce que c'est vrai que l'intelligence économique existe depuis longtemps. Ils font de la veille en OSINT. L'OSINT, ça veut dire l'information en source ouverte. Ce n'est pas Mata Hari ni James Bond, il faut quand même le souligner. Grâce à Internet, il y a énormément de choses sur le net. Il y a également le darknet qu'on connaît assez mal et qui est une zone dangereuse. Et en tout état de cause, le juriste enquêteur, c'est un vrai métier. On voit que dans une équipe, un juriste qui doit aller chercher ces informations-là, analyser les menaces, regarder qui est à l'origine, déterminer la probabilité des risques, trouver des solutions, c'est vraiment un job en plein temps et c'est un mindset. Donc, si on résume, en fait, on a 3 nouveaux métiers qui existent déjà, mais qui ne sont pas vraiment officialisés, qu'on travaille à officialiser au sein de la SJE pour montrer qu'il y a le juriste concepteur. Je préfère plutôt que designer, on est vraiment dans la conception, ce que disait François tout à l'heure, on est dans le security by design et ça c'est tout un mindset, comme l'a très bien expliqué François, comment on va et quel processus on va mettre en place. Deuxièmement, le legal data manager, donc on va aller aider le data management de l'entreprise et puis troisièmement, on va faire des enquêtes et l'objectif c'est d'assurer la sécurité de l'entreprise, donc de faire de la prévention. Voilà ce que je peux. Effectivement, Véronique, je le disais que c'est très intéressant. En fait, c'est vrai, la cybersécurité est quand même un sujet assez anxiogène, mais en même temps, c'est vraiment un vecteur comment dire, de sécurité aussi pour le juriste dans ce rôle qu'il doit accomplir. Et encore une fois, là, je reviens sur un autre aspect, son relationnel aussi avec l'assurance. Et moi-même, j'ai expérimenté ce relationnel avec un courtier d'assurance qui est Marsh. Et Marsh m'a permis de comprendre un peu ce rôle primordial également du courtier dans l'accompagnement des directions juridiques. Et donc, nous allons aborder cette fois-ci, dans cette deuxième partie, ce sujet. Et Marsh, je vais laisser la parole à Marsh pour leur donner un peu la vision de cette fonction du juriste dans cet écosystème de cybersécurité. Oui, bonjour à tous. Merci Catherine. Donc, comme nous l'avons vu tout au long de ce webinaire, le juriste occupe une fonction clé dans la réponse aux risques cyber. Alors, comme il a été dit au niveau de la prévention, donc le juriste doit travailler avec les différents départements pour articuler au mieux le programme de conformité de l'entreprise. On vit ça notamment au niveau de la sensibilisation à la protection des données, à la conformité RGPD. Mais il doit également participer activement à la gouvernance dédiée. Donc, ça a été dit notamment par Véronique. À la gouvernance dédiée à la gestion des risques de façon générale, d'ailleurs pas uniquement cyber, et c'est au travers par exemple de la participation active à la politique de continuité d'activité que toute organisation met en place aujourd'hui justement pour faire face aux différents risques qui se profilent généralement. Et donc bien évidemment dans cette politique de continuité d'activité, vous avez l'aspect risque cyber qui prend une importance de plus en plus prégnante. Voilà. Donc, au niveau de l'assistance également, donc lorsque la crise se produit, là également, le juriste a toute sa place, je dirais, puisqu'il doit garantir que les mesures engagées par la cellule de crise notamment, respectent les réglementations en vigueur ou les processus qui ont été mis en place en amont
par la direction juridique et par l'organisation afin d'assurer une protection pérenne des données de l'entreprise. Et puis, là, on va plus parler au niveau de l'assurance et du transfert à l'assurance, où le juriste également prend à toute son importance dans la délivrance de son analyse lorsque, effectivement, est souscrite la police d'assurance cyber, notamment. Et puis également concernant l'articulation des différents programmes d'assurance, notamment responsabilité civile et dommages aux biens, avec un programme cyber lorsqu'il est mis en place. Et puis on a vu en outre son rôle est central également lorsque l'incident survient, après coup, lorsqu'il s'agit de repousser ou de traiter les réclamations de tiers et de traiter les notifications à la CNIL. Donc la slide suivante concerne la police d'assurance cyber comme outil de gestion du risque cyber. Donc en quoi consiste aujourd'hui et comment s'organise un programme cyber? C'est un programme un peu différent de ce qu'on peut connaître en matière assurantielle. Donc on a toujours un volet indemnitaire, qui est la base quand même de l'intervention d'une police d'assurance. Et au sein de ce volet indemnitaire, on a deux silos, on va dire. On a le premier silo qui concerne les dommages aux biens. Donc en gros, c'est la protection des actifs propres à l'entreprise. L'idée est de traiter les pertes d'exploitation éventuelles liées à un incident, consécutif à un incident cyber, et également les surcoûts tels que les coûts d'investigation, notification ou bien la réparation. Et puis, vous avez un deuxième silo là, qui concerne plus le juriste, qui a trait bien évidemment à la responsabilité civile. Donc, l'idée étant effectivement de traiter les réclamations et de prendre en charge les réclamations quand effectivement la responsabilité de l'entreprise est recherchée dans le cadre d'un sinistre cyber. Alors, bien évidemment, ça traite souvent de la problématique des données et de la protection des données. Donc là également, la police intervient en termes indemnitaires au niveau de la prise en charge des frais de défense et des indemnités éventuellement à verser une fois que la responsabilité de l'entreprise est mise à jour. Et ce qui est intéressant, c'est le volet à droite, c'est le volet assistance, qui a une importance capitale sur ces polices cyber, puisque les assureurs mettent à la disposition de leurs assurés tout un processus d'assistance lorsque le sinistre se produit. Donc, dès lors que d'ailleurs le sinistre soit réel, ou bien si seulement il y a un soupçon, on va dire, raisonnable d'un problème cyber, vous pouvez effectivement, le client peut contacter un centre d'appel qui le mettra en lien avec un coordinateur qui gérera donc l'intervention de différents acteurs, donc des interventions d'urgence, notamment au travers des investigations forensiques, par exemple, et puis des frais d'assistance qui viennent un peu plus se greffer dans le temps lorsque le sinistre évolue, donc des frais de conseil juridique, des frais d'investigation informatique encore, de notification, de centre d'appel, s'il s'agit effectivement de répondre à des clients qui seraient inquiets et qui chercheraient à avoir des informations sur le sinistre cyber qui frappe l'entreprise, etc., etc. Donc, c'est la particularité, je dirais, de ce programme cyber, c'est vraiment l'importance du volet assistance qui est là pour juguler les conséquences, les impacts financiers qui seraient pris en charge par un volet indemnitaire. Donc, c'est très intéressant d'avoir un programme organisé de cette façon. D'accord. C'est vrai, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier. D'ailleurs, vous allez un peu illustrer aussi avec quelques chiffres sur tous ces risques. Alors, effectivement, ce sont quelques chiffres issus de la base du département indemnisation de Marche. Donc aujourd'hui, depuis l'origine, on va dire, des programmes d'assurance cyber, donc en gros, ça remonte à 5-6 ans, Marche a géré et gère 180 sinistres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an, à la même époque, on était à 95 sinistres. Ouais. Donc, en un an, ça a doublé, c'est plus 100%. Donc, ça, c'est aussi intéressant de le savoir, c'est-à-dire qu'en gros, ça augmente de façon exponentielle en termes de déclaration. J'ai une petite question, Olivier, excuse-moi de vous interrompre. Aujourd'hui, alors, le risque cyber, il y a 5 ans, on n'en parlait pas avec une telle ampleur. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus de demandes aujourd'hui des entreprises à souscrire systématiquement maintenant à une assurance risque cyber.
Alors forcément, mais d'un autre côté, les assureurs sont de plus en plus réticents. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un marché. Alors, je vais peut-être parler quelques instants du marché de l'assurance cyber qui se tend énormément, puisqu'on a des sinistres avec des impacts financiers extrêmement importants. Hein, on en a tous entendu parler. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui prédomine pour un assureur, c'est la prévention et la protection, Voilà. les systèmes de protection qui sont mis en place dans les entreprises. Donc ça a un impact énorme sur la décision d'un assureur de couvrir ou non un risque. Et puis derrière, c'est aussi, on se retrouve avec des baisses de capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, potentiellement, on parlait de risques systémiques, pandémiques. Ça signifie que derrière, est-ce que le risque est toujours assurable en définitive? Donc c'est aussi un problème derrière de capacité qui vient se greffer à tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans une période qui est un petit peu complexe en matière de transfert et de placement auprès du marché d'assurance, parce qu'il y a une très très grande prudence du marché, des assureurs se retirent, d'autres baissent les capacités, augmentent les niveaux de franchise de façon très très importante, et bien évidemment les budgets, eux, explosent également. Donc voilà, donc on attend de voir dans les 12-18 mois qui viennent pour voir comment le marché réagit, si ça se repose un petit peu et si ça devient un peu plus soft. Mais actuellement, effectivement, c'est très, très compliqué. Et les assureurs travaillent beaucoup avec des clients qui ont déjà souscrit ces polices-là. Donc les polices nouvelles à souscrire sont moins traitées, on va dire, que les polices en cours. Donc, sur les chiffres que je voulais vous montrer, donc aujourd'hui, effectivement, lorsqu'un sinistre cyber est déclaré à nos services, dans 59% des cas, on active la garantie assistance. Donc, c'est quand même très important. Dans 100% des cas, on active la garantie dommage, où effectivement, il y a une prise en charge, notamment, alors c'est des frais supplémentaires liés à des surcoûts. Et puis derrière, si effectivement vous avez un système parce que vous avez un gros système, un gros sinistre, pardon, vous avez la perte d'exploitation qui est prise en charge derrière. Et dans 24% des cas seulement, je dirais, on active la garantie responsabilité civile. Et bien évidemment, c'est sur des problématiques de données, de fuite de données, de protection des données, etc. etc. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la proportion est complètement inversée aux États-Unis, par exemple, où dès lors que vous déclarez un sinistre, vous avez dans la foulée une réclamation biodomie, voilà, avec une demande d'indemnisation. Donc, on n'en est pas encore là. On espère être préservé de cela. Donc, voilà. Le deuxième sujet que je voulais évoquer au travers de ces chiffres, c'est les impacts financiers. Donc, sur ces 180 sinistres, ça a généré 40 millions d'indemnités versées. Et donc, en gros, qui sont ventilées de la façon suivante. Effectivement, 70% concernent des frais de restauration et des pertes d'exploitation, donc de la garantie dommage. 25% des mesures d'urgence et d'assistance, et puis 5% seulement des indemnités liées à des réclamations. Donc là également, réclamation de tiers et fuite de données. Donc là également, ça correspond à la proportion qui est soulevée à gauche sur les garanties, le type de garanties qui sont activées lorsqu'un sinistre se déclare. Et enfin, je voulais évoquer et un peu illustrer également le rôle du juriste dans la gestion de crise au travers de 3 exemples de sinistres qui ont concerné des directions juridiques notamment. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est que le juriste est vraiment au centre de toutes ces problématiques, clairement, et qui doit participer activement à la gestion du sinistre, tant au niveau de la cellule de crise que plus tard derrière, quand il s'agit de traiter des réclamations, notamment liées aux fuites de données, ou d'autres sujets d'ailleurs. Donc le premier exemple, il s'agit d'un de nos clients qui a subi une indisponibilité d'un logiciel RH suite à une attaque chez un de ses prestataires. Et effectivement, la direction juridique a dû intervenir sur le sujet du non-respect de déclaration URSSAF
qui pouvaient générer des pénalités, des poursuites. Donc voilà, donc il y a eu des échanges notamment entre les directions juridiques, entre un avocat et l'URSSAF pour savoir un petit peu quelles étaient les conséquences finalement pour le client du non-respect de déclaration à l'URSSAF. Le deuxième exemple est relatif à une réclamation de tiers concernant une protection des données qui est jugée déficiente. Alors, ça avait été évoqué un petit peu plus tôt. Oui, effectivement, là, il n'y a pas eu a priori de préjudice, simplement, oui, au travers du secret des affaires. Je pense que c'est Véronique qui parle du secret des affaires, et je pense que c'était un peu lié à ça. C'est un tiers, effectivement, qui s'est retourné vers un de nos clients pour savoir un petit peu, pour lui dire qu'il jugeait la protection de données déficiente et qu'il y avait une réclamation, alors qui n'était pas très claire, hein, mais en tout cas, c'était ce sujet-là qui était soulevé et la direction juridique a dû intervenir, bien évidemment, afin de repousser cette réclamation, parce qu'elle n'avait pas lieu d'être, à son sens. Et le dernier sinistre et exemple que je voulais vous donner concerne les données personnelles, parce qu'on a beaucoup parlé, on n'a parlé que de ça, finalement, ce sont les données personnelles sur les supports électroniques. Mais RGPD, je pense que personne ne me contredira, concerne également les données personnelles sur support physique. On a tendance un petit peu à l'oublier aujourd'hui quand on parle uniquement du cyber. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'était concernant, lors des manifestations Gilets jaunes notamment, un de nos clients effectivement a vu certaines de ces agences pillées littéralement par des gilets jaunes et avec de la documentation papier répandue dans les rues. Et effectivement, la direction juridique a sollicité son assureur et son sous-courtier pour savoir un petit peu quoi faire, s'il y avait quand même une problématique sur la partie cyber, notamment dans ce qui concernait les notifications ou bien de la communication auprès de clients. Donc voilà, c'était un troisième exemple qui illustre quand même factuellement que le rôle du juriste que le juriste a une place importante dans la gestion des sinistres notamment, et donc en aval de toute cette partie prévention et transfert du risque à l'assurance. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, Julie, tu as des points à compléter sur une partie au-delà du RGPD. Oui, effectivement, on a les obligations légales au titre du RGPD, mais toujours dans cette gestion de risque, ces enjeux stratégiques, on a aussi des points à gérer. Alors effectivement, identifier si les personnes concernées doivent être informées, on a les obligations au titre du RGPD et parfois on ne rentre pas dans cette obligation, mais on peut juger opportun d'informer tout de même les personnes concernées. Par exemple, dans le cas d'un data breach avec les données RH des salariés, si on anticipe que ça vient à s'ébruiter et qu'il y a peut-être un climat ou un contexte social un peu difficile, ça peut être une décision d'informer tout de même les salariés, même si on n'était pas tenu au titre du RGPD. Ou de la même façon, si la cyberattaque concerne des données clients et qu'il y a un risque que ça s'ébruite dans la presse, c'est toujours mieux d'informer nous-mêmes nos clients en amont plutôt qu'ils soient informés dans la presse. Donc, parfois, même si on n'est pas tenu par le RGPD d'informer les personnes concernées par la cyberattaque, on peut prendre aussi la décision de les informer tout de même. Et puis, au-delà du RGPD, on peut aussi parfois, selon notre secteur d'activité, notifier une autre autorité si on a un opérateur d'importance vitale ou si, par exemple, l'ARS, si on est dans le secteur de la santé, etc. Selon notre secteur, on peut avoir aussi une autre autorité à notifier et il ne faut pas oublier ce point. Et puis, Véronique l'a déjà un peu évoqué, effectivement, on peut aussi envisager une plainte pénale. L'idée, c'est de se positionner comme victime. Hein. On a la double extorsion, comme évoqué par Marche, et puis parfois, on peut se retrouver aussi à être mise en cause dans la breach, dans la cyberattaque. Il faut bien rappeler que l'entreprise est la victime et c'est la stratégie aussi de bien se positionner comme victime dès le départ, même si il peut y avoir des manquements qui ont eu lieu, c'est la stratégie. Et enfin, j'aime bien rappeler aussi qu'il faut assurer le suivi client parce que le business continue et on veut garder notre clientèle. Alors parfois, une breach
par exemple comme celle pour laquelle on a incité un de nos clients, celle que j'évoquais tout à l'heure, qui était dans plusieurs pays et qui a impacté plusieurs millions de personnes concernées, eh bien, en fait, la plus grosse gestion, c'était surtout d'assurer le suivi client. Donc, c'était de rédiger des FAQ pour informer les clients sur ce qui s'était passé, de donner des scripts au call center, au service client pour savoir quoi répondre exactement aux clients, validé bien sûr par le top management, voilà, rassurer les clients, avoir des courriers types de réponses préparés. Donc ça, on mettait à jour au fur et à mesure que les données fuitaient dans la presse et que les hackers donnaient l'information sur Twitter. Donc tout ça, ça fait partie aussi, au-delà du RGPD, de la place du juriste et on accompagne nos clients sur ces sujets. Merci Julie. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser vos questions dans le fil de discussion parce que le webinaire va bientôt toucher à sa fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Les intervenants pourront y répondre à la fin. Donc, justement, on va faire un petit tour de table avec les bonnes pratiques en matière de cyber-risque. Je vais commencer par François. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme bonnes pratiques en la matière ? Alors, en matière de gestion de crise, il y a énormément de sujets qu'on aurait pu aborder, qu'on a malheureusement que survolé, le paiement des rançons, l'aspect pénal. Il y a aussi un sujet très intéressant qui est le hackback, qui est cette notion de légitime défense de l'entreprise attaquée. Il y a un sujet en termes de positionnement. Alors, je suis obligé de faire un choix parce qu'en termes de bonnes pratiques, il y a plein de choses à développer. Mais il y a un sujet sur lequel je souhaite revenir en termes de position du juriste. C'est qu'on a parlé de son intervention en amont, c'est-à-dire prévenir la crise par toute une série de mesures à prendre en considération et à implémenter. Il y a l'intervention du juriste dans la crise, mais il ne faut pas oublier aussi, et malheureusement, on le voit assez peu souvent, c'est l'intervention du juriste dans le rétex, le retour d'expérience, un peu ce débriefing à froid, ou aussi l'intervention de la direction juridique, je pense, est essentielle pour soit intervenir au titre d'un retour d'expérience positif, et là identifier les actions qui ont été prises et générer encore et en déduire de bonnes pratiques, mais aussi en cas de rétex négatif, identifier les écarts entre ce qui a été constaté et ce qui était attendu, en déterminer les causes et traduire tout ça en solutions à mettre en œuvre. Donc, une des bonnes pratiques, je pense, à prendre en considération, c'est vraiment aussi faire un retour d'expérience de la crise. Merci François. Nat, est-ce que tu voudrais compléter ? Oui, alors, en matière de cyber-résilience, la bonne pratique, elle est encore à établir, je dirais, puisque si vous googlez, vous n'allez pas trouver énormément de framework exactement sur le terme cyber-résilience. Ça commence tout juste, notamment au niveau européen, avec ce qu'ils appellent la DORA, qui va concerner, donc pour Digital Operational Resilience Act, qui va être une espèce de GDPR sur la cybersécurité pour le monde financier. Mais je dirais que, on va dire pour rebondir sur les quelques sujets de veille, c'est continuer à regarder ce que l'environnement réglementaire nous réserve en matière de cyber-résilience pour pouvoir s'aligner au moment voulu, voire anticiper quand les textes vont parler. Olivier, si tu veux. Bon, je n'ai rien à rajouter. Peut-être au niveau du retour d'expérience évoqué par François, vous pouvez le traiter au travers des exercices de crise, puisque lorsque vous procédez à un exercice au sein de l'organisation derrière, normalement, s'il est bien fait, vous avez une partie retour d'expérience sur ce qui a été constaté lors de l'exercice. Et d'où l'importance que le juriste participe et fasse partie de la cellule de crise et de tout ce qui relève de la continuité d'activité. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un représentant, je ne sais pas comment toutes les entreprises qui nous écoutent sont organisées, enfin les juristes des entreprises qui nous écoutent sont organisés, mais je pense qu'il est nécessaire que le juridique soit complètement inclus dans la réponse à des difficultés que vous pouvez rencontrer en termes d'événements sinistres. Et donc voilà, c'est ce que je voulais un peu rajouter. Merci. Véronique, tu voudrais compléter également ?
Oui, effectivement, je partage tout à fait ce que disait François. Je reviendrai sur la prévention, mais également le lobbying, les affaires publiques, parce que vous avez signalé que 25% des entreprises considèrent que les réponses juridiques existantes ne sont pas exactement à la hauteur. Il faut qu'on pense aussi à nos politiques contractuelles. Et dans la mesure où on fait un peu d'intelligence juridique, donc on détecte les signaux faibles, on est carrément dans des signaux forts. Quand on a Valérie Pécresse qui crée un campus cyber, on parle de cyber-résilience, on dit que la prochaine pandémie, elle viendra d'un virus informatique. On doit se mobiliser, je pense, en tant que juriste pour dialoguer avec les autres métiers, notamment les directions de l'informatique, en se disant finalement comment est-on protégé, dialoguer avec les assurances, dialoguer avec les différentes parties prenantes de l'entreprise pour construire une politique de prévention, se nourrir de rétextes bien sûr, et puis aussi faire des propositions pour se dire, pour mieux se protéger, voilà comment il faut faire. On prend l'exemple d'OVH, dont les serveurs ont brûlé. On pourrait très bien, je dirais, on n'a pas vu encore le jugement de leur responsabilité, mais tous les clients qui ont perdu leurs données dans ces serveurs qui n'avaient pas de backup, même s'il y avait des formules d'adhésion bien peu chères qui pouvaient justifier le fait que la sécurité est minimum. Il faut aussi voir quelles sont les protections minimum qui peuvent être mises au regard des obligations juridiques. Voilà ce qu'on pourrait dire à ce stade. Merci Véronique. Alors en conclusion, François. Alors les questions viennent après. Ah oui, d'accord. Vas-y. En conclusion, François, qu'est-ce que tu aimerais dire? Le micro, François. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris que le juriste est un acteur de confiance dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que la sécurité est aujourd'hui et va devenir quelque chose que les gens, tant les personnes que les clients vont regarder de plus en plus. Et aujourd'hui, le juriste a un rôle à jouer dans la sécurité numérique. Et donc, je pense, ça révèle tout l'intérêt de notre profession, de voir que on participe aussi de la confiance dans l'espace numérique et on a un rôle à jouer aussi dans cette éthique du numérique qui est une vraie plus-value qu'on apporte à l'entreprise, mais aussi plus globalement à l'espace numérique dans sa globalité. Merci François. Alors maintenant, on peut passer aux questions. Question pratique, oui, le support de communication sera partagé déjà. Ensuite, il y a Constance qui a une question pour l'assureur, donc pour Marche. Alors, le paiement d'une rançon est-il couvert? Le principe même du paiement de la rançon est déconseillé par les services IT généralement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce paiement de rançon? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les assureurs n'ont pas trop réagi à ce qui a été dit par les autorités sur ce sujet. Seuls deux ont réagi, on va dire. Ce sont AXA France et Generali. AXA France qui effectivement a indiqué qu'il ne paierait plus les rançons. Et Generali qui a confirmé que de toute façon, les rançons n'étaient pas garanties par son contrat. Voilà. Donc, toutes les autres compagnies qui ont des contrats avec des garanties rançons aujourd'hui, a priori, lorsque le sinistre survient, ils sont prêts à payer la rançon et appliquer le contrat. Mais il y a eu très peu de communication des assureurs, de réaction des assureurs sur ce sujet-là, hein, clairement. On est un peu en stand-by, en fait. Donc, en gros, je pense que le marché de l'assurance attend un petit peu d'être poussé, on va dire, dans les retranchements avant de réagir. Ce webinaire touche maintenant à sa fin. Merci aux intervenants, Julie Schwartz, Véronique Chaputuo, François Goriez, côté Marche, Nat Truong et Olivier Jolin. Merci Catherine, évidemment. Le webinaire sera accessible très prochainement en replay. Nous allons vous envoyer également un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aidera à améliorer nos prochains webinaires. Je tiens aussi à vous annoncer une série de vidéos qui ont été réalisées lors du dernier village des transformations du droit.
Nous sommes allés voir les acteurs de l'innovation juridique pour les juristes d'entreprise et vous pourrez les retrouver par section, donc section contrat tech, section legal design, automatisation de contrat, corporate, secrétariat juridique, moteur de recherche, formation, propriété intellectuelle et droit du travail. Donc c'est un contenu exclusif pour l'AFJE, nous en sommes très heureux et que vous pourrez retrouver prochainement sur les plateformes de l'AFJE. Il ne me reste plus qu'à vous saluer tous et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt.